Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires, La Joie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour vos projets résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels, n'hésitez pas à les appeler pour avoir des spécifications en plomberie, ainsi que Watts et Delta, qui sont des manufacturiers représentés par La Joie, qui représentent des drains et de la robinetterie. J'aimerais aussi remercier Bugatti, qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos clients. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Benoît Lawler de Galion. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour Benoît, deuxième partie de l'entrevue. Bonjour Bruno. Yes. Quand on s'est quitté la semaine passée, en fait, avant la pause, on parlait un peu de ton projet, l'évolution, tout ça. Dans ta carrière, après SNC-Lavalin, il s'est passé quoi? Pourquoi t'es quitté? Tu sais, t'étais en pleine évolution là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? SNC-Lavalin, à cette période-là, c'est la période dont tout le monde a entendu parler. Il y a eu le printemps arabe qui est venu ouvrir les yeux du monde sur comment fonctionnait le marché de l'ingénierie et de la construction en Afrique du Nord, notamment. SNC est parti en vrille parce que c'est une entreprise qui était depuis très longtemps impliquée dans ces pays-là, puis a été fragilisée par tout ce mouvement de fond là, qui a révélé là, des malversations, la corruption, tout ça. Moi, j'étais aux premières loges en ce sens que j'étais dans la division construction d'SNC. Quand les dirigeants de la division ont été tassés, il y a eu un grand mouvement d'arrêt. Là, tout a arrêté, tous les contrats étaient à off. Et là, moi, l'équipe pour laquelle j'étais responsable, on a été chargé plus de faire un peu le ménage des contrats, entre autres, il y en avait en Afrique du Nord encore, mais fermer les contrats, mieux les gérer. On avait des partenariats aussi en Amérique du Sud qu'il fallait un peu encadrer. Il fallait montrer qu'on était encore actif sans avoir la pédale sur l'accélérateur. Fait que ça a duré un certain temps, puis finalement, la division construction, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle existe encore. J'ai encore quelques contacts avec SNC, mais elle est plus petite, là. C'est plus dans le service que dans la construction. Puis déjà, ça se parlait que la construction, c'était pas ce que SNC voulait faire. C'était plus du service, de la gestion, offrir des heures, plutôt que de prendre le risque complet sur un projet de construction. Fait qu'il n'y avait plus vraiment ma place là. J'ai fait le saut dans une entreprise qui s'appelle Asteldi, qui était un compétiteur de SNC à bien des niveaux. Puis finalement, à ce moment-là, j'ai réalisé que peut-être que j'avais besoin de prendre un peu de recul. J'étais pas très heureux. Je me sentais pas nécessairement à ma place là. Mais tu venais de gérer une méga tempête. Oui, ça n'a pas été une période. Je dirais que j'ai beaucoup appris. Ouais. Tout le côté légal. Pas juste ça aussi, une entreprise qui est... dans le fond, il y a énormément de gens chez SNC-Lavalin qui faisaient très bien leur travail, puis ils se levaient le matin pour faire des projets, puis qui n'étaient pas du tout au courant. C'est une poignée d'individus, là. Dans toute cette histoire-là, c'est une poignée d'individus. C'est un drame. C'est un drame ce qui est arrivé là pour bien des gens, mais en particulier les gens qui travaillaient chez SNC-Lavalin à ce moment-là. Puis pour moi,
le contre-coup, ça a été un peu de me poser la question, c'est quoi la suite, là? J'avais travaillé sur des projets immenses, j'avais travaillé sur des... En fait, à ce point-là, dans ma carrière, j'avais vraiment fait le tour du jardin, à part construire une station spatiale dans l'espace. Pas grand-chose j'avais pas fait. C'était puis ça, ça m'a fait dire, bon, la suite, c'est quoi? Un encore plus gros projet, un projet encore plus loin... je me suis posé la question, puis à ce moment-là, j'ai décidé de partir à mon compte, puis faire de la gestion de projet, puis de faire un peu ce que je suis capable de faire, en ce sens que ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire accompagner des clients dans leurs projets, les aider à ce que ça se réalise. Puis, ben, en même temps, ce qui est drôle dans cette période-là, c'est que, bon, c'est là que j'ai aidé sur des projets comme l'Observatoire de la place Ville-Marie. J'ai travaillé sur des réclamations aussi en même temps. Donc, j'ai aidé à défaire des nœuds, ce que j'ai fait souvent dans ma carrière, là. Donc, j'ai aidé à des litiges, j'ai aidé à des développements de projets. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'est un peu comme ça que j'ai rencontré les gens de Galion, parce que c'est une période où j'ai rencontré beaucoup de gens. Ouais. Et il s'est dessiné un petit peu ce que j'avais déjà un peu intuitivement envie, c'est-à-dire de me retrouver du côté du propriétaire. Ça m'a fait réaliser que toute ma carrière, je l'ai fait comme un consultant. En fait, j'exécutais les projets des autres et d'être du côté du propriétaire, du développeur, de celui qui crée le projet à la base, donc l'idéateur, puis celui qui passe la commande, ça pouvait être quelque chose, qui m'intéressait beaucoup, puis 2, où j'avais clairement pour moi, dans mon esprit, une valeur ajoutée, parce que je venais justement du monde, de cet autre monde-là qui fait souvent peur à bien des développeurs, le monde de la construction. Donc, j'étais capable de comprendre cette faune et cette flore-là, puis de l'utiliser pour que le projet soit un succès. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré les gens de Galion, puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, parce que je venais du monde de la construction, du fait aussi que j'avais travaillé sur des projets avec des cycles de vie, puis j'étais déjà très impliqué dans tout ce qui est plan directeur de maintien d'actifs, tout ce qui encadre le cycle de vie d'un bâtiment, de sa construction jusqu'à la fin de vie, puis à sa deuxième vie. Ça devenait intéressant. Puis c'est comme ça que je me suis joint à Galion. Après 2 ans et demi à mon compte, j'ai fait le saut avec Galion. Puis ça c'était en 2017. Donc, ça fait un peu plus que 5 ans. Ouais, c'est ça. Que je m'occupe, en fait, de tous les aspects techniques, que ça soit... au niveau des acquisitions, quand c'est le temps de faire l'évaluation technique des bâtiments, que ça soit quand on développe un nouveau projet, donc de m'occuper de la gestion du projet de construction, que ça soit de maintenir l'actif en bonne santé, ou de lui ajouter de la valeur de quelconque manière. Donc, de participer aux planifications stratégiques pour justement décider où on s'en va avec ce parc immobilier-là, ce qu'on en fait. Puis, donc, c'est ce que je fais depuis 5 ans, plus que 5 ans. Oui, finalement... Il y a quoi que tu fais pas chez Galion? il y a plein d'affaires, là, mais tu sais... Mais ce qui arrive en gestion immobilière, c'est que tu es au centre de plein de tu es toujours impliqué dans un volet ou un autre parce que tu es au centre de l'action. Donc, c'est pas vrai qu'on s'occupe juste de la brique et du mortier. La brique et le mortier, elle abrite
des occupants, des locataires. Donc, c'est pas vrai que la location et les services techniques se parlent pas jamais. On est toujours à partie prenante de ça, que ce soit par rapport aux aménagements du locataire, à ses besoins particuliers, à répondre à des questions avant que des coûts rattachés au bail qu'on s'apprête à signer. Je suis impliqué là-dedans, que ça soit les opérations courantes, parce que, typiquement, c'est un service que tu donnes pour les locataires, puis tu dois en même temps t'assurer que le bâtiment est en fonction de manière optimale. Donc, tu es encore une fois dans le trafic, dans l'action, et donc, tout ça est imbriqué. Alors, c'est pas rare que les décisions vont avoir un rayonnement à plusieurs niveaux. Puis moi, de par ma nature, je suis arrivé chez Galion. Galion a été créé en 2009. Il n'y avait pas grand monde qui travaillait chez Galion à ce moment-là. Il y a eu une croissance. Moi, je suis arrivé... Vous étiez combien quand tu es arrivé? On était... en fait, j'étais le seul au service technique. OK. Fait que ça vient de régler la... Ça, je me disputais pas grand monde. Là, on va juste rapprocher un peu le micro, juste pour être sûr. Parfait. Voilà. Fait que tu étais tout seul au service technique? J'étais tout seul au service technique. Là, maintenant, on est 5. Donc, tranquillement, on a bâti l'équipe à la mesure de la croissance du parc, naturellement. Puis c'est sûr que c'est un petit peu pareil dans les autres départements. L'idée, c'est que tu veux... l'immobilier, c'est beaucoup d'impartition. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui ont de la main-d'œuvre. Là, on va aller beaucoup avec les spécialistes. C'est régional aussi. Tu as des bâtiments à Québec, tu vas utiliser des gens de Québec. Donc, c'est un milieu qui repose beaucoup sur les fournisseurs, beaucoup sur les services externes. Il y a certaines entreprises immobilières qui sont structurées un peu différemment, mais nous, c'était le choix qu'on a fait de le faire comme ça. Donc, c'est sûr que tu dois prendre des décisions qui, des fois, sont pas nécessairement spécifiquement dans ton domaine. Puis je suis quelqu'un qui m'intéresse à plein de choses. Donc, encore une fois, moi, ayant eu le sentiment d'avoir fait le tour du jardin en construction, de me retrouver du côté immobilier, d'apprendre comment ça fonctionnait, de m'impliquer dans les baux, de m'impliquer dans les opérations, de m'impliquer même... dans le développement, dans l'achat de terrain. Oui, indirectement, parce que forcément... tu veux savoir quel bâtisse qui va être dessus, puis comment tu vas l'opérer. C'est quoi le potentiel, c'est ça. Et aussi, même, parce que, encore une fois, comme j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, j'ai pu mesurer les choix structuraux d'une entreprise, comment tu organises tes opérations, j'ai pu voir qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Ça dépend des gens qui sont en place aussi. Fait que je me suis impliqué aussi dans les opérations de la compagnie de gestion. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est impliqué. Je suis quelqu'un qui aime être impliqué. Je regarde pas la parade. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, je vais essayer d'être en mode de résolution de problèmes, puis de trouver des solutions. Puis ça, une entreprise qui démarre en quelque sorte, qui se structure, pour moi, c'est un terrain de jeu qui était c'est un bon fit pour moi, là. Aujourd'hui, Galion, ça ressemble à quoi, en termes de quantité de bâtisses, pieds carrés? Galion, il y a un volet de Galion où j'ai été beaucoup moins impliqué, qui était celui de construction de condos. Parce que les constructions de condos, tu construis, tu vends, tu t'en vas. Alors que moi, je fais vraiment partie du groupe qui bâtit un patrimoine. Puis ce patrimoine-là, aujourd'hui, principalement, il y a, comme je dirais, 2 pôles. Il y a un pôle édifice à bureaux. Et il y a un pôle station-service. Donc, il y a à peu près une vingtaine de bâtiments à bureaux. Montréal, Québec, Grand Montréal, Rive-Sud, Montréal.
pas loin de 2 millions de pieds carrés, puis une cinquantaine de stations-service. Donc, il y a une vingtaine de bâtiments à bureaux, une cinquantaine de stations-service qui sont dans l'axe fleuve Saint-Laurent, là, si on veut. Donc... 40, la 20, ouais, pas mal. C'est pas ça. mal là-dessus. Tu descends... Ouais. Galion. Ben, en fait, c'est pas affiché Galion. Non, ça va être ça. les marques. Tu vas avoir Petro-Canada, tu vas avoir les SO, etc. Donc, c'est un réseau de petits centres d'achat qui est une gestion assez différente, mais qui a ses défis aussi. Ça, bon... on est loin des salles symphoniques. Oui. Mais ça reste que ça a ses particularités. Comme je le disais, les difficultés sont partout, en ce sens que c'est de la construction, c'est des prototypes, même si c'est répétitif, ça peut être aussi un lot de surprises et des fournisseurs différents, de locataires, de besoins différents. Donc, il faut être à l'écoute encore, il faut être encore créatif, il faut être encore présent puis impliqué pour que le projet soit un succès. Oui, bien, les défis, tu sais, je me souviens d'un projet que j'ai fait quand j'étais ingénieur tu sais, justement, une station-service avec un petit strip commercial sur le long de la 40. Puis là, où il y avait plusieurs restaurants, puis il y a quelqu'un, un moment donné, un locataire, qui dit ben moi, je vais te prendre ton dernier local, je vais en faire un lave-auto. Ah, OK, ouais. Mais là, le défi d'un lave-auto dans le milieu du champ, avec une station de pompage, puis la quantité de... Puis tu sais, je trouvais ça intelligent parce qu'il disait, tu vois que les gens s'arrêtent puis vont manger, ben ils peuvent nous laisser leur voiture qu'on va laver. Puis, tu sais, souvent, ils arrêtent de manger à mi-distance, puis ou quand ils reviennent de voyage, fait que là, un petit clean-up, ils ont peut-être été à la plage. Fait que là, je trouvais ça intelligent, mais là, il me dit... ouais, tu sais, en ville, tu me demandes, on va grosser le tuyau, là, mais là, faut que je trouve de l'eau, réseau, quasiment un système total, parce qu'il faut que je la traite, cette eau-là, puis t'en veux plus qu'un Burger King, qu'un McDonald's, pour nommer des marques, là, mais tu sais, qu'un restaurant fast-food où il y a peu de vaisselle qui se fait, tu sais. Ouais, beau petit défi. L'autre chose, c'est que là, tu grandis tes superficies, il doit y avoir un système de gicleurs. Tu te prends où ton eau? Ces défis-là, ça doivent être intéressants. Tu veux servir, tu veux trouver la solution. Puis c'est vrai aussi dans un édifice à bureau où est-ce que tu veux soudainement héberger des laboratoires avec des hôtes qui vont débalancer ton système. Donc, tu dois trouver des solutions. Tu dois toujours t'adapter à ta clientèle. Puis un édifice, un parc immobilier, ben c'est tes locataires. C'est eux qui font vivre ton parc immobilier. C'est pas le béton. La valeur du béton, elle est moins intéressante que la valeur de ceux qui marchent dessus. Fait que c'est eux que tu dois servir. Fait que c'est pour ça que moi, je me suis toujours intéressé, puis c'est là que je reviens à l'architecture, c'est là que je reviens au bien-être des occupants. C'est que j'ai toujours vu l'aspect technique au service des êtres humains. Donc, quand tu as cet angle-là, tu peux pas t'enfermer dans des concepts fermés. Tu dois toujours être disponible à trouver des solutions. Puis c'est pour ça que c'est interrelié quand on parle de location, d'opération, de développement. Tu dois toujours penser à non seulement le besoin de ta clientèle, mais dans 10 ans, est-ce que ton édifice, tu vas être encore capable d'absorber tous ces changements? Quand on parle de véhicules électriques, quand on parle de tout ce qui est imotique, domotique, les gens aujourd'hui, ils veulent les choses parce qu'ils savent qu'ils peuvent les obtenir. Ils vont demander des choses parce qu'ils savent qu'ils peuvent l'avoir. Pas parce qu'ils ont un besoin hors du commun. Ils savent que s'ils veulent avoir
un espace qui est agréable avec tous les services de communication, des services de confort, de livraison, d'accessibilité partout, de fonctionnalité optimisée, ben ils savent qu'ils peuvent l'avoir, donc ils le demandent. Puis si tu ne l'as pas, ben ils vont aller voir ailleurs, éventuellement. Donc tu dois toujours te propulser, te projeter dans l'avenir pour voir qu'est-ce que tes locataires vont avoir besoin. Puis des fois, aller au-devant même de leurs besoins. Puis ça veut dire, des fois, s'impliquer, à la limite, se substituer presque à eux quand, par exemple, ils n'ont pas de... Tu peux les supporter. Je recule un peu, là, mais ça va aussi loin que de dire, ben Galion héberge à peu près une centaine, sinon plus, d'entreprises différentes. Mais c'est un réseau incroyable. On peut mettre nos locataires en contact. Communication. Ben oui, nous, on le sait. Tu as besoin d'un notaire, d'un ingénieur, d'un architecte, de services financiers, de ci, de ça. On peut vous mettre en contact. À quelque part, vous êtes dans le même parc. On a ça en commun, puis on connaît les gens, on connaît leur sérieux, on connaît leurs finances, on sait qu'ils sont binding, on sait qu'ils sont des locataires sérieux. Donc, quelque part, au lieu de toi, qui est une plus petite entreprise, qui n'a pas nécessairement les moyens on peut t'aider, on peut t'aider aussi à faire de la rétention de ton personnel. Nous, on installe on installe des infrastructures où les gens sont bien. Donc, quelque part, ben, c'est attrayant de venir dans nos immeubles. On veut tendre vers ça. On veut être un plus pour nos locataires. On n'est plus juste un propriétaire qui offre 4 murs avec un toit. C'est impliqué dans la business puis dans l'évolution de la business. Être un plus pour nos locataires et non pas juste une opportunité de s'installer quelque part. Là. De voir le rôle qu'on a de manière plus imbriquée avec les besoins de nos locataires. Fait que ça, pour moi, ça, c'est une vision auquel je crois que je suis un moteur parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Parce que j'ai toujours aimé... je parlais de Montréal. J'aime Montréal parce qu'il y a toutes ces choses-là qui font que c'est agréable d'y être. J'ai pas envie d'aller ailleurs. En voyage, oui, mais aller habiter ailleurs parce que j'y suis bien. Ben, je me dis, c'est vrai aussi pour un local. Avant de changer de place, il va falloir que ça soit mieux ailleurs. Fait que si tout est bien, pourquoi tu changerais de place? Fait que ça, il y a comme ce lien-là qui m'a toujours habité. Fait que le service technique, oui. La construction, oui. Mais c'est au service de quelque chose. Si c'était pas au service des gens, il n'y en aurait pas. Ça ne servirait à rien. Exact. Tu sais, l'évolution d'une compagnie, un peu, tu l'as dit, tu vas être impliqué. Le service technique va être impliqué, peu importe où ce que ça s'en va. C'est quoi les tendances? Tu parles que tu vois au-devant du locataire. C'est quoi les prochaines tendances? Ça s'en va où? Parce que on a vu un peu, Benoît, au centre-ville, des édifices, c'est pas annoncé directement. Là, ils vont annoncer un 10-15% de vacants. Tu n'aimes jamais annoncer que tu as 60% de vacants, là, mais la réalité, c'est quand même ça. Il y a beaucoup d'édifices au centre-ville, des édifices de bureaux qui sont vacants ou qui vont devenir. C'est quoi la tendance? On a eu les espaces coworking, on a eu... vers où ça s'en va? On va se transformer comment? On s'entendra tous, puis il y a beaucoup de littérature, puis il y a beaucoup de... Bon, personne n'a la boule de cristal. En tout cas, il y en a peut-être qui l'ont sans le savoir, mais en tout cas, on peut avoir nos hypothèses. Moi, je pense que la pandémie est venue à la fois accélérer un processus qui était déjà là avant et à la fois un peu brouiller les pistes
c'est que il y a toujours eu cette tendance un peu déjà amorcée depuis une bonne vingtaine d'années, de diminuer le nombre de pieds carrés locatifs. C'est un coût direct. Je veux dire, n'importe quel patron va te le dire. Si je pouvais louer 10 000 pieds carrés au lieu de 20 000 pieds carrés, je le ferais, là, mais je mettrais mon monde où, là? Fait qu'à un moment donné... Puis il y a eu tout ce courant aussi justement d'éliminer juste les configurations des bureaux. Moi, je me souviens dans les années 90, c'était très européen d'avoir les salles de conférence au milieu puis les aires ouvertes en périphérie, alors qu'en Amérique du Nord, c'était l'inverse. C'était tous les bureaux fermés en périphérie avec les salles de conférence puis les aires ouvertes, au milieu. Fait que là, ça, c'est arrivé. Il y a eu tout cette espèce d'essai-erreur aussi ensuite de diminuer les espaces, de passer de 200 pieds carrés à 140 pieds carrés, à 100 pieds carrés. Je vois même des fois du 70 pieds carrés par personne, des très, très petits espaces. L'espace collaboratif. Je pense qu'il y a une recherche là-dedans qui est à la fois de diminuer, d'optimiser les espaces, puis je pense qu'on est allé très, très, très loin dans l'optimisation d'espace, et à la fois de suivre un peu les courants des besoins de la clientèle ou de tes travailleurs. Et à cause de ça, il y a eu toutes sortes de stratégies, celle de faire le modèle... Google, Ubisoft, table de poule, des divans, puis bon, tout le kit. Silicon Valley, là. Ouais. Puis il y a eu aussi en même temps le phénomène de dire, c'est pas facile, c'est de plus en plus difficile d'accéder dans les centres-villes, dans les grands centres. Donc, il y a peut-être des services qu'on peut décentraliser. Donc, tout ce qui est back-office, de mettre ça plus en banlieue ou dans des endroits qui coûtent moins cher, puis de garder le head office puis la plus-value dans des tours plus prestigieuses. Donc déjà, ça vide. Un, tu viens réduire l'empreinte que tu as besoin. Deux, tu viens éclater ton entreprise. La pandémie est arrivée. Là, on s'est rendu compte que, c'était une bonne idée. Là. On va encore plus, on va pousser ça, on va amener les gens chez eux en plus. Ça, c'est un back office. Puis on va leur dire de revenir 3 fois par semaine au bureau. Fait qu'on va faire des rotations. Puis ce temps partagé-là, ça fait longtemps qu'on en parle puis que ça existe déjà, mais là, ça s'est un peu plus démocratisé. Par contre, moi, ça, c'est mon éditorial à moi. Je pense que on est encore en train de se rendre compte des effets secondaires, des dommages collatéraux de cette stratégie-là par rapport à la collaboration, justement. Par rapport à le lien non stratégique qui peut exister entre les gens, puis justement l'effet boule de neige du hasard, des conversations informelles, puis le sentiment d'appartenance qui existe entre des collègues de travail par rapport à une entreprise. Il y a comme quelque chose qui est en transition. Est-ce qu'on va revenir à un compromis? Est-ce qu'on va continuer dans ce... Je pense qu'on a besoin d'explorer encore. Donc, ça fait en sorte que le marché immobilier est assez effervescent, étant donné que tu dois un peu prévoir pour certains clients un retour 100% au travail parce que les autres, c'est comme ça. D'autres qui veulent la flexibilité, qui veulent sous-louer, puis qui veulent... Alors, je dirais le mot d'ordre à court et moyen terme, c'est d'avoir énormément de flexibilité. Donc, si je fais un lien avec les services techniques, c'est de prévoir des espaces qui permettent cette flexibilité-là, cette grande variété de besoins, et toujours penser à la plus-value. Donc, comment tu peux apporter plus de valeur
ben c'est encore une fois, si tu as une entreprise qui veut ramener ses employés au bercail, les motiver à revenir au bureau le plus souvent possible, ben il faut que l'espace général, il ne faut pas que ça soit des corridors sombres où est-ce que tu marches penché. T'arrives, il faut que ça soit un espace de vie, le fun. Là. Donc, il faut que tu contribues à ça. Il faut que tu aies des infrastructures performantes, confortables, économiques en termes de coûts d'exploitation. Il faut que tu sois aussi... au niveau technologique, que tu ailles, je dirais, c'est des minimums, des standards qui commencent à être de plus en plus élevés en termes de performance en télécommunication, les objets connectés, l'information qui circule dans l'immeuble, dont tu as accès, l'accessibilité qui est facilitée. Il faut que ça soit facile. Il faut que tu sois comme chez toi. Donc, comment tu fais ça comme propriétaire pour traduire ça? Ben, tu te grattes la tête un peu des fois, mais je pense que c'est ce qu'on voit actuellement avec les certifications qui sont plus exigeantes puis qui sont axées sur le bien-être, c'est cette volonté de transposer chez soi et le bureau d'une manière plus fluide, que les gens, quand ils sont chez eux, oui, mais qui ont envie d'être au bureau pour les bénéfices que ça a aussi. Après ça, ben là, encore une fois, chaque locataire, chaque entreprise a ses décisions à prendre. Là, ça, c'est plus difficile, mais dans le secteur immobilier, tu peux plus faire... Il n'y a pas de... C'est la manière de faire. Non, je pense qu'il faut être très, très à l'écoute des marchés que tu vises. Il faut être très à l'écoute de qui sont tes locataires actuels, parce qu'ils peuvent partir parce que ça leur convient plus. Il faut être très créatif aussi pour essayer d'aménager des baux qui sont adaptés à leurs nouveaux besoins. Tu peux pas juste dire... un papier de signé, respecte-le, puis that's it. Étouffe-toi avec ça. Tu peux pas avoir cette attitude-là, jamais. Puis tu dois être plutôt, encore une fois, plus dans la collaboration, puis presque s'imbriquer dans les opérations de ton locataire pour bien comprendre ce qu'il fait, puis trouver la manière que tu es attrayant comme locataire pour eux. Oui, parce que tu sais jamais quand cette business-là va exploser, puis qu'il viendra peut-être le locataire qui est peut-être un locataire plus petit aujourd'hui et peut-être ton plus gros locataire plus tard. Là, mais dans tous les cas, même les très grands locataires sont aussi confrontés à des réalités. Fait que c'est ça, il faut s'adapter, que ce soit un petit, un grand. Tu peux pas plaire tout le temps à toutes les business, mais tu peux faire en sorte que tu es un incontournable parce que tu offres des choses, que tu as des localisations, tu as une stratégie derrière ça aussi. C'est pas juste d'acheter une bâtisse dans le milieu du centre-ville de Montréal en pensant que parce que tu es au centre-ville de Montréal. Si tu le fais, fais-le avec la stratégie adaptée à un centre-ville versus une stratégie d'un édifice qui est dans la couronne périphérique ou qui est dans une ville secondaire au Québec ou qui s'adresse à un secteur mix industriel. Donc, c'est de vraiment être cohérent avec une stratégie et dans l'application de ce que tu peux offrir à tes locataires. Donc, ça, c'est d'être flexible puis d'avoir cette écoute-là. Donc, la technologie a son rôle à jouer parce que la technologie, elle va être capable de t'aider à mieux mesurer tes performances puis à avoir une idée de si ça fonctionne, ta stratégie. Donc, clairement, les objets connectés, c'est là. Je disais récemment qu'on est un petit peu rébarbatif pour toutes sortes de raisons. On a un peu peur d'installer
des trucs qui pourraient venir faire des failles de sécurité, etc. Puis je pense que c'est vrai, il faut faire attention, mais je pense qu'il faut y aller parce que c'est inévitable. Tout le monde aujourd'hui est au bout de son téléphone, tout le monde s'attend à avoir l'information tout de suite. Tu peux plus faire comme avant, puis dire on va vous rappeler, votre appel est important pour nous. Il faut que ça soit tout de suite l'information. Ouais. Puis il y a moins de gens qui sont disponibles pour répondre aussi. On a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut que tu sois un employeur de choix. Il faut que tu sois à l'écoute de tes locataires. Il faut que tu sois le plus possible éveillé à tout ce qui est offert comme technologie. Il y a des casse-têtes. Moi, je ne suis pas convaincu de la voiture électrique. Est-ce qu'on doit offrir des bornes électriques à tout le monde? C'est des questionnements qui sont intéressants. Est-ce que c'est quelque chose qui est viable de faire ça? Est-ce que d'offrir des grands espaces versus de la densification, comment on doit jongler avec tout ce qui est l'écologie, les économies d'énergie, tout ce qui est ce désir de freiner la consommation tout en l'accentuant. C'est des casse-têtes intéressants. Moi, j'ai du fun, moi, là-dedans. Ouais, ben, tu sais, juste on va parler de la voiture électrique, là, mais tu sais, les bornes. Tu sais, on a eu les deux extrêmes, là, où il y a des villes qui demandaient qu'il y ait des bornes quasiment à chaque 2 places de stationnement, qui, je crois, est un petit peu trop exigeant, à mon avis. Mais l'autre chose aussi, ce que j'aime un peu des bornes électriques, c'est tout le volet partage, tu sais, de dire on partage une borne électrique. Tu sais, on est 2. Puis tout le volet, tu sais, conscience de dire, ben quand moi je n'ai plus de besoin, je vais bouger ma voiture. Quand ma voiture est suffisamment remplie, je vais bouger ma voiture pour permettre d'aller à un autre. Je pense que les technologies nous permettent de prendre un peu plus conscience de ces choses-là. Tu sais. Ben l'autopartage puis l'économie de partage, clairement, c'est une tendance lourde. Puis je pense que ça a un impact directement sur comment on développe nos espaces aussi. Donc, forcément, on doit inclure cette réflexion-là quand on décide de soit développer un terrain, soit lui donner une deuxième vie. Le centre-ville de Montréal, comme les centres-villes à travers le monde, ils l'ont vécu d'une manière difficile parce que, bon, il n'y a pas autant de places de stationnement que d'usagers. Il y a le transport en commun qui est inégal dès que tu sors un peu du centre-ville. Fait que ces réflexions-là vont s'étendre aux banlieues, vont s'étendre à d'autres zones qui ne l'avaient pas vécu encore. Donc, cette réflexion-là, on doit l'avoir. Puis moi, je suis quelqu'un qui... il faut rester pragmatique en ce sens que ça prend du temps. C'est des fois des essais-erreurs et plusieurs générations qui vont mettre en place ces choses-là. C'est ce qui me fait parfois un peu hésiter à implanter des bornes électriques à grandeur, puis avoir des ratios de stationnement de fou, parce qu'effectivement, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est le bon message pour plaire à certains? D'aller à contresens de certaines valeurs. C'est des questions qui sont très intéressantes parce qu'on est tout le temps tenaillé entre notre petit bonheur individuel et celui collectif. Fait qu'on est tous des gens de bonne famille qui ont des bonnes valeurs. En même temps, ben, c'est le fun d'être dans son char tout seul avec sa musique.
pas de personne pour t'achaler. C'est quelque chose qui est intéressant, puis il faut rester éveillé, encore une fois, puis pas non plus être trop prompt à mettre en place des choses qui vont aller à contre-courant complètement de qu'est-ce qui va arriver. Ça, c'est certain. Il y a un autre dossier que j'aimerais discuter avec toi, les coûts de construction. Je vois plusieurs projets publics avortés. Principalement, coûts de construction. On a eu dans les 2 dernières années des augmentations de coûts, en plus de la pénurie des matériaux. Comment tu vois ça? Parce que c'est un gros frein à où qu'on est actuellement. Là. L'explosion des coûts de construction, ça date pas d'hier. Je veux dire, depuis que je connais cette industrie-là, il y a des dépassements de budget, puis tout le monde s'en plaint tout le temps, puis le fameux mot « extra » donne des boutons à quiconque. Puis je fais juste un petit croche, je reviens sur la notion que c'est un prototype. La construction, c'est un prototype. Puis quand on parle d'un estimé, ça porte très bien son nom. C'est un estimé. T'essayes de... Puis ce que je me plaisais toujours à dire, puis ça vient pas de moi, mais un estimé, c'est une somme d'erreurs qui se corrige. Donc, c'est en quelque sorte... C'est bien, celle-là, je vais la garder. Il faut être conscient qu'il y a un niveau d'approximation que 50% du coût, c'est des êtres humains, puis de prédire ce que des êtres humains vont faire, des fois ça va bien, des fois ça va mal, puis de pelleter les risques chez quelqu'un, ça a un coût. Bon. De bien connaître qu'est-ce qu'un coût de construction, qu'est-ce qu'un estimé, déjà, en soi, c'est une spécialité. Puis je pense qu'il faut mettre de l'avant cette spécialité-là. Il faut arrêter de penser que c'est... une voiture, c'est 40 000 une auto. Ben là, t'es tout surpris qu'il y en ait une à 60 000. Comment ça se fait? C'est parce que tout le monde comprend que dans une voiture, il y a des choses que tu rajoutes. La construction, c'est la même chose. Fait que pour moi, de bien connaître les coûts de construction, d'avoir des professionnels spécialisés qui sont capables de travailler avec les entités gouvernementales, avec ces organismes qui sont un peu plus rigides, là, qui sont en même temps pris dans des processus qui n'ont pas nécessairement la vision ou la possibilité d'incorporer ces professionnels-là. Je pense que ça va être une clé. Ensuite, je dirais, la période où tu fais tes estimés, c'est la période où tu peux te tromper. Quand tu commences, là, il est un peu trop tard pour faire tes correctifs. Mais quand tu es dans cette période où est-ce que tu fais tes budgets, de pouvoir faire des essais, des erreurs, il n'y a pas trop de danger. Ça te coûte des heures supplémentaires, mais c'est pas comme t'être trompé dans un système de ventilation que là, tu n'as même plus les moyens de te payer l'électricité pour le raccorder. Fait que, tu sais, je dirais que il y a peut-être aussi de respecter cette période d'essais-erreurs théoriques, de construire dans sa tête, là, pour pouvoir vraiment s'assurer que c'est complet. Parce que ça prend du temps de bien imaginer un projet. Là, on est toujours à courir, à essayer d'aller vite, puis on charcute cette période-là souvent, puis on paye le prix après parce qu'il est trop tard. Bon. Et je pense de mettre les bonnes personnes autour de la table, de leur laisser le temps de faire leur travail, ça serait déjà beaucoup. Ce qu'on ne fait pas toujours. Puis je pense que puis je parle même pas des fois du wishful thinking, où est-ce qu'on dit « Ah, ben, ça vaut 10 millions, ça vaut 10 millions, ça valait 10 millions, ça vaut 10 millions. » Puis tu te rends compte que ça vaut 20. Ben oui, la pensée magique de dire que ça vaut 10 millions encore, elle a son impact.
Mais ça peut faire avorter le projet dans le Ça futur, peut créer beaucoup ou beaucoup de pression budgétaire. Exact. Puis ça peut créer des projets qui sont des échecs sur le long terme, parce que là, tu fais des choix, puis j'en ai vécu, on a fait des acquisitions de bâtiments des fois où est-ce que des choix ont été faits qui étaient des choix de vision court terme. Et quand tu revends un immeuble, c'est là que tu te rends compte que, oups, que ça soit des économies de bout de chandelle, de faire... Moi, j'ai vu des systèmes de géothermie qui servaient juste au chauffage. Donc... Comment? Des systèmes de géothermie qui servaient juste au chauffage, donc avec des serpentins de réchauffe seulement, et non pas qui climatisaient pas, ils utilisaient des rooftops pour climatiser. Ce qui fait que ton système se détériore beaucoup plus rapidement, puis tu perds de l'efficacité. Mais il y avait une belle économie sur le coût de construction. Donc moi, j'ai toujours essayé de voir un projet sur 25 ans. Combien il coûte sur 25 ans? Pas sur le 1 an ou 2 ans de construction. Peut-être tu as fait une économie d'1 million sur ton coût de construction, mais peut-être que sur 25 ans, il coûte 10 millions de plus cher qu'un autre bâtiment, qui a coûté un peu plus cher au coût de construction. De trouver d'amener ta vision de construction sur du long terme. Le débat sur le REM est hyper intéressant parce que c'est un investissement majeur, c'est ça qui frappe l'imaginaire. Mais c'est un débat qui doit absolument être fait sur le long terme avec l'information qu'on a aujourd'hui, qui est toujours un défi. Alors, c'est pour moi, il y a un aspect momentané, circonstanciel, là, le fait que les chaînes d'approvisionnement en ce moment ont été interrompues ou dérangées beaucoup passablement. La guerre qui fait augmenter le coût de l'énergie, mais le coût de l'énergie, il baisse pas là, dans le temps. Là. Puis il baissera jamais. Il baissera pas. Il va y avoir des soubresauts, mais ça va toujours être un challenge d'avoir de l'énergie. Donc, le coût va être à la mesure de ce besoin-là qui est grandissant. La main-d'œuvre, je pense que la main-d'œuvre, c'est un point intéressant parce que on a de la difficulté à ouvrir la porte à la main-d'œuvre. Au Québec en particulier, on a une culture comme ça qui date de toujours. Je pense qu'on a des travailleurs très, très bien formés, très bien encadrés, mais en même temps, c'est difficile de concilier ça et de faire rentrer des travailleurs de l'extérieur. Et puis c'est vrai partout dans le monde occidental, c'est difficile d'avoir des travailleurs qualifiés. Puis on a de la misère à les gérer. Alors ça aussi, je pense qu'il y a une adaptation. En Europe, ça fait longtemps qu'on fait de la préfabrication, qu'on fait de la construction contrôlée le plus possible. Ça s'en vient de plus en plus ici, mais c'est pas encore tout à fait intégré. Tout ce qui est de préfabriqué, puis de monter ça un peu comme... D'assembler ici plutôt que de construire. C'est quelque chose qui est... La tendance est là, mais c'est pas encore intégré là, dans notre industrie. Fait que je pense qu'on est dans une transition. La pandémie est venue encore une fois nous bousculer, est venue exacerber des tendances. Mais encore une fois, les projets je pense que les projets qui étaient déjà amorcés, c'est eux qui en souffrent le plus. Maintenant, je pense qu'il y a toujours aussi une manière de revenir sur ton programme des besoins, de rétablir tes priorités, puis de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut couper qui va pas venir, ou qu'est-ce qu'on peut phaser, ou... Puis si, encore une fois, tu as un problème après avoir fait tout ça, ben c'est ça. Là, ça c'est que ton estimé de départ... Ouais. Tu sais, je sais pas, la tendance... Tu sais, au lieu... tu sais, pourtant, tu sais, un estimé, tu sais, justement, tu sais, ça fait place à une marge d'erreur, puis... Tu sais, il n'y a personne qui va nous dire
ce projet-là m'a coûté 120 millions. Puis l'autre va dire, hey, moi, ce projet-là, j'ai fait la même affaire en 100 millions. Il y a comme une fierté de dire qu'on l'a fait moins cher. T'sais. Mais il n'y a jamais personne, en fait, rarement, là, je ne dirais jamais que ça n'arrive pas, mais souvent des débats par rapport au coût. Je l'ai tout le temps fait moins cher. Moi, j'aime bien la façon en Europe de dire je prends pas le moins cher, je prends pas le plus cher, je prends dans le centre. Puis je trouve que dans le centre, il y a une certaine... je trouve ça rassurant, tu sais. Mais en Amérique du Nord, on a tendance à tout le temps voir qui peut me le faire moins cher, mais à la fin de la journée, c'est des heures puis des matériaux de moins. Là. C'est intéressant comme débat. Je trouve que le débat devrait plutôt être sur le coût réel. Je veux dire, le coût réel. Comment on arrive au coût réel? Puis ensuite, il y a la notion qui prend le risque si la réalité se réalise pas. Celle que tu as anticipée se réalise pas. Ouais. Quand tu es capable d'établir, je pense, avant de choisir le rang de l'entrepreneur que tu vas choisir, ça va être important d'établir qui prend le risque. C'est quoi la forme contractuelle? Parce que c'est très différent. Si tu choisis un projet cost-plus, là, où est-ce que c'est 100% le client qui prend le risque, jusqu'à un projet aussi contraignant que les PPP à l'époque, ou d'un forfaitaire clé en main avec des performances hyper serrées. Il y a quelque chose qui est très important, qui est le partage du risque. Puis est-ce que le risque repose sur les bons intervenants? Quel risque le client doit prendre et ne peut pas transférer ou ne devrait pas transférer? Puis quel risque un entrepreneur devrait prendre d'entrée de jeu ou refuser de prendre? Parce que c'est de ça qu'on parle. Si on parle de le risque, c'est quoi? C'est de ne pas avoir une équipe assez performante que tu hérites d'une équipe moins performante. C'est une pandémie qui arrive, c'est le trafic sur des carrés. C'est une pluie de météorites en plein milieu de bon. Il y a tellement d'éléments de risque que si on fait porter le risque à la mauvaise personne, le coût va monter parce qu'il ne sait pas. Quand tu ne le sais pas, tu te protèges. Te protéger, tu te protèges avec les dollars, puis tu essaies de... Fait que je pense que d'accepter la réalité, c'est déjà une approche intéressante. Moi, j'ai toujours aimé, puis je viens de là, puis ça prend des gens qui connaissent leur métier. J'ai toujours aimé la transparence. D'accepter que tout le monde doit se nourrir autour de la table, là, c'est la base. Quand tu acceptes que tout le monde doit avoir un profit raisonnable, puis qu'après ça, c'est le coûtant qui est le plus maîtrisé, là, que tu essaies de... Tu dis, moi, j'ai un coûtant de 10 millions, trouver les bons intervenants pour que ça se réalise, tout en acceptant que ça pourrait coûter 100 000 $ de plus, puis que le 100 000, tout dépendant de sa nature, ça va être le client qui va le payer. Ou ça va être l'entrepreneur, mais à l'intérieur de certains paramètres. Déjà ça, je pense qu'il y aurait une nette amélioration des rapports, mais il y a une méconnaissance générale. Je suis toujours surpris de certaines discussions, des fois dans des milieux qui sont très qui frayent avec la construction tout le temps, de la méconnaissance des contrats puis de comment les risques sont transférés. Puis justement, quand c'est toi qui prends tout le risque, tu as tout intérêt à bien planifier. Mais si tu penses que tu vas pelleter le risque chez l'entrepreneur en lui laissant aucun temps de planification, puis que toi, tu n'as pas bien fait ta job de planification comme client, il n'y a pas de danger que ça arrive comme tu avais imaginé au départ. Tu sais, tout ce volet-là de qu'est-ce que moi j'aimais bien quand
quand je négocie, puis encore quand je fais mes travaux dans mon petit parc immobilier, j'aime bien rencontrer les entrepreneurs puis leur demander si ce bâtiment-là t'appartenait. Comment tu ferais ça? Oui, puis poser la question, comment tu vas le faire? Pas déjà de le faire parler sur comment il va le faire. Comment tu vas exécuter ça? Combien vous allez être? Comprendre, est-ce que ça a du sens? Comment il va le faire? Ou est-ce qu'il court des risques inutiles de perdre du temps beaucoup puis de finalement être malheureux? Parce qu'un entrepreneur malheureux, tu as pelleté tout le risque. Un entrepreneur qui s'est trompé, puis que tu ne reconnais pas qu'il s'est trompé, il va trouver une manière de... Il ne perdra pas d'argent. Ou en tout cas, il va essayer de ne pas en perdre. Donc, pour revenir à ta question de départ, le choix du milieu, pour moi, il y a quelque chose d'insatisfaisant. Parce que c'est pas parce que tu es le plus bas que tu t'es trompé. Moi, je me rappelle d'avoir décroché des contrats 10% plus bas que tout le monde. Puis d'avoir fait 10 à 15% de profit. Pourquoi? Parce qu'on avait eu une très bonne idée. Puis des fois, tu t'es trompé. Puis des fois, tu pédales, puis tu essaies de... Fait que le plus bas soumissionnaire n'est pas nécessairement synonyme de magouille et d'extra ou de... Ouais. C'est pas... Comme celui du milieu, il s'est peut-être trompé aussi. Oui, c'est ça. Il y en a peut-être... Il sait peut-être pas l'exécuter non plus comme l'autre. Peut-être qu'il va mal exécuter ton projet. Peut-être qu'il va mettre un chargé de projet qui est moins expérimenté, qui va moins bien coordonner. Peut-être c'est son coût. Peut-être qu'il fera moins d'argent que le plus bas à la fin. Pour moi, c'est pour ça que c'est une question qui est intéressante parce que je trouve que c'est pas la bonne question. C'est comme un peu jeter la serviette. Je connais pas ça. On va prendre la moyenne. Puis la moyenne, on a moins de chances... De se tromper. Oui. Mais finalement, ce que ça va faire, c'est que ça va venir justement nous éloigner de la créativité. Ça va nous éloigner d'être plus proche de nos projets, de rendre cette période de planification, lui donner toute l'importance qu'elle a besoin. Tu penses que présenter, Benoît, justement, dans les soumissions, tu sais, bien souvent dans les soumissions, on voit, tu sais, détailler tout ce qui est inclus et tout ça, mais je crois que des rencontres un à un, de comprendre la philosophie de l'entrepreneur est primordial dans l'octroi de contrat, là, à mon avis. Moi, je crois à la collaboration, puis je crois... Tu sais, tu posais la question tantôt, c'est quoi les tendances, ça, là? Puis là, j'extrapole. Je pense qu'on est une période, là, charnière par rapport à la transparence. Il y a comme une... il y a comme toute cette paranoïa générale de se faire tromper, puis d'avoir des... Puis je pense que on a la technologie, puis ça s'en vient de plus en plus pour que tout soit transparent. Fait que si on parle d'un projet de construction, puis que tu acceptes que tes partenaires, tes entrepreneurs doivent... C'est correct qu'ils fassent de l'argent, que tu t'entendes sur le montant, puis que tu reconnais que le talent d'un entrepreneur, c'est qu'il va être capable de trouver des bonnes solutions puis de créer une dynamique de chantier qui va faire en sorte que ça va être efficace. Donc, tu vas passer moins de temps au chantier, les matériaux vont être installés mieux la première fois, si possible. Ça va limiter les erreurs. Donc, que tu reconnais que ça, c'est important, tu vas naturellement exiger de la transparence et une compétence. Maintenant, honnêtement, quand j'ai commencé dans les années 90, c'était en pleine crise économique. Il y avait un contrat pour 20 entrepreneurs. On soumissionnait à 20, on rentrait
en bas du coste en espérant négocier, puis il y avait autant de sous-traitants qui cognaient à notre porte puis qui essayaient d'avoir le contrat. Aujourd'hui, puis ils étaient tous... tu sais, là, tu pouvais choisir le meilleur. Aujourd'hui, est-ce que tu peux faire ça? Non. Aujourd'hui, quand tu as des bons entrepreneurs, tu les gardes, puis tu t'essayes juste de les avoir sur le chantier, là. Tu essaies juste d'avoir un prix, des fois. Oui, c'est... Puis là, ben c'est plus difficile de demander de la transparence, puis c'est plus difficile de demander de la compétence. Tu veux juste, des fois, qu'il y ait quelqu'un, puis tu te battras après pour que ça marche. Mais c'est malheureux. Oui, c'est malheureux. C'est un cycle, à mon avis, qui a existé depuis toujours, là. Je veux dire, on est dans le haut de la vague. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir un ménage aussi de toute cette industrie-là. Mais je pense que la transparence, ça va être la clé. Au moins, tu vas être capable de savoir. Puis moi, c'est ce que je demande tout le temps. J'essaie, c'est pour ça que quand je parle, je poser des questions. Comment tu vas t'y prendre? C'est quoi tes fournisseurs? D'où tu achètes ton matériel, ta main-d'œuvre, c'est-tu toi qui la contrôle ou c'est des sous-traitants? Combien de temps tu as mis pour installer ça? Est-ce que tu as tenu compte de ça, de ça? Moi, je m'implique dans les budgets de mes fournisseurs. Moi, quand il y a un contrat qui arrive, je veux comprendre. Je dis, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? Je veux pas qu'il coupe dans son profit. Je veux qu'il coupe dans sa méthodologie pour qu'elle soit plus efficace. Puis si j'ai la conviction qu'elle est efficace, bon, là, je me dis, bon, c'est ça le prix. Est-ce que mon estimé était bon? C'est là que tu tombes dans la marge d'erreur. Ben, des fois, oui. Des fois, tu sais, t'as pas vu des choses. Tu sais, il faut que tu acceptes ça. Après ça, tu fais quoi? Est-ce que c'est un deal breaker? On le fait-tu, le contrat, ou on le fait pas? Oui, c'est ça. Après ça, c'est un terme de décision, mais tu sais, cette façon de procéder-là, je sais pas si tu en es conscient, mais il y a très peu de gens, puis c'est dommage, là, mais tu sais, il y a très peu de gens qui prennent le temps, parce que, tu sais, à la base de tout ça, là, le facteur temps, là, c'est ça, tu sais. Si tu donnes à quelqu'un un plus grand temps et qui investit ce temps-là à une bonne planification, à bons achats, tu sais, de demander. Tu sais, moi, je fais partie des ventes achats, là. C'est... il l'envoie, puis Comme des petits pains chauds. Ouais, c'est ça. Ça se pitch les... Mais tu sais, si tout ça est une bonne planification, j'ai un entrepreneur plombier qui... puis il me dit... Moi, Bruno, tu sais, tout le monde avait des augmentations de chiffre d'affaires durant la pandémie. Puis là, moi, je discute avec. Il me dit, moi, je n'ai pas augmenté mon chiffre d'affaires, Bruno. Explique-moi comment tu as vu ça. Il y a moins de main-d'œuvre, moins de matériaux, rien. Par contre, j'ai optimisé mes achats. J'ai mieux planifié ma main-d'œuvre, mieux planifié tout le reste. Moi, la pandémie, là, pas été un cauchemar. T'sais, j'ai juste ça m'a donné l'opportunité de mieux performer. Puis tu parles avec mes clients, tout le monde est 100%. J'ai perdu 0 client. Je suis arrivé dans les délais parce que je l'avais planifié. Tout était bien fait. Ça n'a pas été le free-for-all partout. Fait que là, j'ai comme fait « Wow! Hey, j'aime vraiment mais ça. » tu vois, c'est je pense, exactement le phénomène qui fait que on planifie mieux. À une époque où est-ce que il y avait beaucoup de travailleurs, où est-ce que ça répondait, puis qu'il y avait un flou incessant de projets qui étaient exécutés, si tu n'étais pas prêt à aller vite, tu étais tassé, on allait trouver un autre. Aujourd'hui, tu peux plus tasser. T'en as un qui répond au téléphone, c'est comme déjà, tu sais, important. Oui, là, tout d'un coup, tu peux prendre le temps de planifier. Tu n'as pas le choix de prendre le temps de planifier parce que
sais pas quand est-ce que tu as trop de pièces en mouvement qui te forcent à prendre des risques que tu n'es pas prêt à prendre. Donc, il faut que tu planifies mieux, que tu réfléchisses mieux pour espérer arriver dans tes délais puis dans tes coûts. Fait que ça, je pense que c'est un phénomène qui va venir assainir beaucoup de ceux qui sont pas prêts à ça vont avoir beaucoup de difficultés. Ceux qui vont accorder... parce que planifier, ça prend beaucoup moins de monde que construire. Ouais. Fait que, tu sais, mets ton énergie à la bonne place, puis tu vas probablement t'aider à mieux réaliser tes projets. Je pense que c'est ça. Quand tu manques de personnel, l'exemple que tu donnes est bon. C'est vrai, tu te retrouves devant la situation où est-ce que tu as moins de monde, plus de contrats. Tu fais quoi? Il faut que tu t'organises pour que ça fonctionne quand même. Donc, il faut que tu t'arrêtes 2 secondes pour changer ta manière de faire. Si tu le fais pas, ben tu risques de perdre encore plus de monde. Puis là, tu vas commencer à perdre des contrats. Ouais, c'est ça. Benoît, on arrive... je vois le chronomètre qui finit. J'ai adoré le podcast. C'est vraiment, là... je suis très chanceux de t'avoir rencontré. Merci de m'avoir invité. Merci énormément. C'est hyper rafraîchissant. C'est ce genre de podcast-là que moi j'adore parce que je vais partir d'ici, moi je mets la musique à off, le téléphone à off, puis là je sais que j'ai 1 heure d'auto à faire, puis là je vais faire wow, ok, comment qu'on peut changer le monde, t'es un homme rafraîchissant, je pense, les idées que t'amènes, la façon de penser, je pense, t'as déjà fait évoluer énormément, Benoît, la construction au Québec. Puis encore une fois, tu sais, t'es pas tout seul dans ça, t'as une équipe, puis c'est le travail d'équipe, on en a à peine parlé là, avec le football, tout ça, mais tout ce volet-là, Benoît, c'est tout à ton honneur parce que c'est facile de retomber où ce que tout le monde va. Là, tu débrousses des chemins qui vont faire évoluer la construction, qui vont faire évoluer les opérations, mais aussi que les bâtiments que tu vas avoir participé, nos enfants, puis nos petits-enfants, puis nos arrière-petits-enfants vont être là pour les voir. Puis je pense, le fait que tu puisses réfléchir à comment que ça va être dans un futur, puis dans sa 2e, puis peut-être des fois dans sa 3e vie. Il en faudrait plus comme toi au Québec. C'est très gentil de me dire toutes ces choses-là. Je prends ça bien humblement parce qu'effectivement, c'est une industrie où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent, puis la clé, c'est qu'on travaille ensemble. Donc, ça, c'est pas possible d'être seul à pousser dans un sens. Ça prend d'autres gens pour embarquer là-dedans. Puis moi, je suis content d'avoir pu en parler. Puis j'en profite pour dire que ton projet est vraiment intéressant. On n'entend pas souvent, en dehors de notre milieu, notre petite bulle, on n'entend pas beaucoup parler de la construction. On en entend parler récemment avec un scandale, ouais. mais au-delà de ça, c'est un monde un peu opaque. On est un petit peu enfermé sur nous-mêmes. Puis je trouve ça intéressant qu'il y a des projets comme le tien qui permettent d'avoir des discussions ouvertes, de voir qu'il y a toutes sortes de points de vue, qu'il y a toutes sortes que c'est un monde qui est, oui, il y a une complexité, mais en même temps, ça reste relativement simple à comprendre. C'est des êtres humains qui construisent des choses. On a tous joué dans des petits carrés de sable avec nos trucks Tonka un jour, puis essayer c'est la même chose en plus gros. En plus gros. Puis c'est une industrie qui s'est formée, qui est mature, mais qui est encore en pleine évolution. Puis ça donne une chance des émissions comme la tienne, des projets comme le tien, de démystifier ça,
puis d'ouvrir la conversation avec d'autres intervenants qui sont peut-être à ce stade-ci, qui disent, ben là, moi, la construction, je touche pas à ça, c'est mystérieux, puis c'est des gens qui sont fermés sur eux-mêmes, ce qui est pas le cas. Je pense que ça gagne à être connu plus ouvertement, puis peut-être éventuellement des émissions à plus grand rayonnement, ça serait vraiment positif. C'est un peu ça, tu sais, le podcast, les plus beaux commentaires que j'ai, c'est souvent quand après une entrevue, on a diffusé, puis je reçois des commentaires souvent c'est en privé, puis dire, j'ai rencontré, tu sais, l'entrevue que tu as fait, je pensais que j'étais tout seul qui était de même, tu sais, puis des fois, tu sais, je suis entouré de 8 personnes, 10 personnes dans l'équipe, puis ben, je vois que, regarde, je suis pas tout seul à penser de même, puis là, ça fait évoluer, puis moi, c'est un peu ça, tu sais, les histoires en arrière de chaque individu, je crois que c'est la chose, tu sais, on laisse tous un bagage, puis c'est en société, c'est les gens peuvent faire changer les choses. Tu sais, t'en as un bel exemple, tu sais, de dire, puis tu vas me faire réfléchir sur les fameux budgets on prend le middle, tu sais, c'est vrai que si la personne a mieux réfléchi, ben c'est normal qu'il soit moins cher. Il faut que ça soit récompensé. Exact. Fait que je vais prendre 2 secondes pour remercier mon équipe. J'aimerais ça remercier Antonella, Diane, Mylène. Merci beaucoup, mesdames. Encore une fois, grâce à vous, le podcast a un super beau rayonnement. Fred, Nick, Pierre, merci les gars de payer pour venir faire ça. Ça fait partie de ma job, puis j'adore ça. Nicole à la console, Studio SF, merci encore une fois pour l'accueil. Merci à toi, Benoît. T'as donné je dis tout le temps, t'as donné un bon show, mais ça va être un des très beaux podcasts que l'émission va avoir. Puis pour les auditeurs, ben, je suis persuadé que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à partager. Puis ben, on se revoit la semaine prochaine avec une autre histoire d'un intrapreneur en construction. Donc, merci, puis à la semaine prochaine.